Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Emmanuel Kant et sa critique de la raison pure. Notre mission, si on l'accepte, essayer de cerner ce qu'il appelle lui-même le problème général de la raison pure. C'est quoi, au juste, cette question centrale qui, d'après lui, déciderait de tout l'avenir de la métaphysique ? Oui, alors Kant, dès le début, il pose ça très clairement. Il dit que c'est un énorme avantage, en fait, de pouvoir ramener une recherche complexe à un unique problème fondamental. Et pour la métaphysique, ce problème, le voici. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ? D'accord. Alors, là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Jugement synthétique a priori. Ça demande un petit décodage, non ? Qu'est-ce que ça recouvre précisément ? Oui, c'est le cœur du réacteur, si on peut dire. Alors, un jugement est dit synthétique quand il ajoute une information, quand il étend notre connaissance. Il s'oppose à analytique, où le prédicat dit juste quelque chose qui est déjà dans le sujet. L'exemple classique, tous les corps sont étendus. Étendu, c'est déjà dans l'idée de corps. Ok, ça c'est pour synthétique. Et a priori ? A priori, ça veut dire indépendant de l'expérience, une vérité nécessaire, universelle, qu'on n'a pas besoin de vérifier en regardant le monde à chaque fois, par opposition à a posteriori, qui vient de l'expérience. Donc, si je résume, la grande question de Kant, c'est comment on peut affirmer des vérités nouvelles qui augmentent vraiment notre savoir, mais sans avoir besoin de l'expérience pour les justifier. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Et c'est crucial parce que Kant pense que toute l'incertitude, tout le bazar historique de la métaphysique vient du fait qu'on n'a pas affronté cette question, qu'on n'a même pas bien vu la différence entre analytique et synthétique en fait. Il va même jusqu'à dire que la métaphysique, soit elle résout ça, soit elle s'effondre. Carrément. Absolument. C'est pour lui la condition de survie de la métaphysique en tant que science. Il mentionne d'ailleurs David Hume. Il dit que Hume est celui qui s'en est le plus approché. Ah oui, Hume. Mais sans voir le problème dans toute sa généralité. Hume s'est focalisé sur la causalité, le lien de cause à effet, et sa conclusion, c'était quoi ? Que de tels principes a priori, comme la causalité, c'est impossible. Pour Hume, c'est juste une illusion qui naît de l'habitude. On voit B après A souvent, alors on finit par croire que A cause B. D'accord. Et là, Kant n'est pas du tout d'accord. C'est quoi son contre-argument ? Son argument massu, c'est « Mais si Hume avait raison, alors les mathématiques pures, ça serait impossible aussi. » Prenez 7 plus 5 égale 12. Pour Kant, c'est synthétique. Le concept de 12, il n'est pas juste caché dans 7, 5 et plus. On produit quelque chose de neuf. Et c'est a priori. Sa vérité est nécessaire. Elle ne dépend pas d'avoir compté des pommes ou des poires. Et ça, personne ne doute sérieusement que les maths soient valides, quoi. Donc, Voilà. Donc, si de tels jugements existent bel et bien en mathématiques et aussi en physique pure, dit Kant, c'est qu'ils sont possibles. Leur existence même prouve leur possibilité. Alors, la tâche devient d'expliquer comment c'est possible pour les maths et la physique. Exactement. Mais pour la métaphysique, là, c'est une autre histoire. Son parcours chaotique, ses disputes sans fin, ça jette un doute sérieux sur sa possibilité en tant que science. Mais il ne la jette pas aux orties pour autant, la métaphysique, hein ? Non, non. Et ça, c'est une nuance très importante chez Kant. Il dit, attention, la métaphysique existe au moins comme une disposition naturelle. Notre raison humaine, elle ne peut pas s'empêcher de poser certaines questions qui vont au-delà de l'expérience. L'origine du monde, Dieu, l'immortalité de l'âme. C'est ce qu'il appelle la metaphysica naturalis, c'est ça ? Une sorte de tendance innée. Tout à fait, une tendance naturelle. Mais le problème, c'est que si on s'en tient à cette simple disposition, on voit bien où ça mène, aux contradictions, aux systèmes qui s'annulent les uns les autres. Donc cette tendance naturelle ne suffit pas à fonder une science. Il faut aller plus loin. Précisément, il faut savoir de manière certaine si notre raison est capable ou non de connaître ces objets ultimes. Dieu, l'âme, le monde comme totalité. Et donc la question qui était « Comment sont possibles les jugements synthétiques a priori ?» devient, pour la métaphysique, comment la métaphysique est-elle possible comme science ? Et c'est là qu'intervient le projet central de la critique. Exactement. Pour répondre à cette question, il faut une étape préalable indispensable, une critique de la raison pure elle-même. Il faut examiner l'instrument avant de s'en servir pour construire quelque chose d'aussi ambitieux que la métaphysique. Examiner ses pouvoirs, mais aussi, et surtout, ses limites. Voilà. Déterminer ce que la raison peut légitimement connaître et où elle doit s'arrêter. Sans cette autocritique, dit Kant, on tombe soit dans le dogmatisme, croire qu'on peut tout savoir sans preuve, soit dans le scepticisme, douter de tout, même de ce qu'on pourrait savoir.
C'est ça. La critique, c'est la voie médiane pour établir un usage sûr et légitime de la raison. Et il précise que cette science de la raison, cette critique, elle n'est pas immense. Parce qu'elle ne porte pas sur les objets extérieurs, mais sur la raison elle-même, sur ses problèmes internes. Oui, c'est un travail d'introspection de la raison, en quelque sorte. C'est pourquoi il appelle à considérer comme non avenues toutes les tentatives dogmatiques du passé. Il dit « analyser des concepts, ça ne suffit pas. Il faut comprendre comment on étend synthétiquement notre savoir a priori et quel est l'usage légitime de cette extension. » Et il ajoute que les contradictions internes des anciens systèmes rendent ce renoncement plus facile en fait. Oui, c'est un peu comme dire regardez le désordre. Il est temps de faire le ménage et de vérifier les fondations avant de reconstruire. Donc, si on devait résumer l'essentiel de ce qu'on vient de voir, ce serait vraiment cet appel à une critique radicale de la raison. Tout à fait. Avant de vouloir savoir si Dieu existe ou si le monde a un commencement, demandons-nous d'abord si notre raison est même équipée pour répondre à ces questions de manière scientifique. Il s'agit de comprendre comment on connaît et surtout comment on peut produire ces fameux jugements synthétiques a priori qui semblent nécessaires à toute science digne de ce nom. Le but n'est donc pas immédiatement de répondre aux grandes questions, mais de savoir si on peut y répondre. C'est un déplacement fondamental. C'est un travail de délimitation rigoureuse des pouvoirs de la raison, fixer les frontières du connaissable par la raison pure. Et pour finir, peut-être une idée sur laquelle réfléchir. Kant insiste bien sur le fait qu'on ne peut pas se débarrasser de la métaphysique comme simple disposition naturelle. On peut couper les pouces, dit-il, les systèmes passés qui ont échoué, mais pas la racine, ce besoin de questionnement inhérent à la raison. C'est vrai, cette racine est là, indéracinable. Alors, la question qui reste ouverte et qu'il nous laisse peut-être, c'est comment on fait aujourd'hui pour cultiver cette racine? Comment garder ce questionnement vivant, mais de manière critique, sans de tomber dans les pièges du dogmatisme ou du scepticisme qu'il a si bien dénoncé? C'est une excellente question pour continuer la réflexion. Comment être métaphysicien après Kant, de manière critique